salut à tous. Il est donc 18h à Paris, il est 20h à Bagdad, il est déjà demain à Brisbane, il est 16h en temps universel, il est l'heure que vous voulez sur Twitch, en fait il est 18h17 exactement. Salut Mathéo, salut Julot, salut Pression, salut qui, salut Géo, salut Avatank, salut Rogue, salut Babylone, salut tous les autres. Ce soir on va parler de glace qui fond, on va parler de pôles qui pleurent, de la terre qui se réchauffe, on va parler de la maison qui brûle, on va parler de nous, ces habitants qui regardons, la formule est restée, nous qui regardons ailleurs. On va pas parler des pistes de ski sur lesquelles on pourra pas bientôt plus skier, faute de neige, mais on va parler de l'eau qui monte, qui n'en finit plus de monter parce que les glaciers fondent. On va parler de l'atmosphère qui se réchauffe. On en parle ce soir parce que la France accueille jusque demain le One Planet Polar Summit, un sommet organisé à Paris où des scientifiques et des responsables politiques du monde entier se penchent sur les glaciers, des glaciers qui sont en première ligne du changement climatique. C'est le premier sommet consacré aux régions polaires, avec en dessus des questions. Comment protéger les pôles? Qu'est-ce qui pourrait se passer si les glaciers disparaissaient? Qu'est-ce qui va se passer aussi si le niveau de la mer monte? Est-ce qu'il est déjà trop tard peut-être? Plein de questions auxquelles on va essayer de répondre avec vous, bien sûr, dans le chat. Posez vos questions, je vais essayer de toutes les relayer, même si on a un peu moins de temps que prévu, mais allez-y, je vais au moins tenter l'affaire. Des questions auxquelles on va répondre aussi avec Lou Espargilière. Salut. Salut Lou, tu es journaliste et rédacteur en chef de Vert, le média qui annonce la couleur. J'ai à peu près bon. Après, très bien prononcé, parfait. À ta gauche, Lydie Lescarmentier, toi tu es glaciologue. Oui. Salut Lydie, tu es aussi autrice de La Voix des pôles, parue chez Flammarion. Tu as été élue aussi parmi les 40 femmes de l'année en 2021 par le magazine Forbes, et ça c'est la classe. Quand même. Cool. Et à ma droite, à ta gauche, donc, Camille Etienne, qu'on ne présente plus. Salut Camille. Salut. Camille, tu es activiste pour le climat et la justice sociale, tu es autrice du très remarqué pour un soulèvement écologique, dépasser notre impuissance collective, paru au Seuil. On a quelques semaines de la COP28, COP28 sur le climat à Dubaï. Il y a eu plein de sommets comme ça. C'est le bon format, ces sommets un petit peu en marge? Ou c'est un peu de l'affichage? C'est qui a été, peut-être que tu peux peut-être plus nous dire. C'est pour lancer un peu le débat. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah oui, effectivement, premier sommet dédié à la cryosphère. Alors peut-être déjà on peut commencer à expliquer. Qu'est-ce que c'est la cryosphère? Ouais, la cryosphère, donc c'est l'ensemble des glaces qu'il y a sur Terre. Donc il y a la banquise, il va y avoir le permafrost, le pergélisol plutôt, les glaciers et puis les calottes polaires. Et en fait c'est la première fois, souvent en science on a tendance à compartimenter un peu les expertises. Donc il y a les gens de l'Arctique qui se réunissent entre eux, ceux de l'Antarctique, ceux des hautes montagnes. Et là, on a vraiment essayé de ramener tout le monde au même endroit parce qu'en fait, les enjeux sont à peu près identiques et puis les impacts aussi liés au changement climatique sont les mêmes. Donc, vraiment créer un forum, ils appellent ça un forum, sur ce thème et cet environnement qui change hyper vite. C'est le bon format? Qu'est-ce que tu en attends, toi, par exemple? On verra ce qu'il en sort. C'est très intéressant de voir que Emmanuel Macron adore réunir plein de gens pour des sommets qui ont des C'est pas la première fois qu'il réunit plein de gens autour de sommets un peu en marche comme ça. Voilà. C'est hyper intéressant. C'est intéressant seulement s'il y a une vraie action qui se dégage de tout ça. Or, ce qu'on constate, c'est que la France organise beaucoup de sommets, mais elle agit presque toujours aussi peu pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et donc enrayer la fonte des glaces. Parce qu'en fait, on peut prendre plein de décisions sur l'Antarctique, sur les glaciers. Si on réduit pas drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre qui causent le réchauffement climatique, on n'aura pas la main en fait sur la solution. Et la France, elle fait un petit peu elle a mis en place des choses. On peut pas dire qu'Emmanuel Macron fait rien, mais en tout cas, il faudrait aller beaucoup plus vite. Et en fait, si on veut respecter nos objectifs qu'on a pris devant le monde entier pendant l'accord de Paris en 2015, il faudrait qu'on aille plus de 2,5 fois plus vite. Et on n'entend pas du tout ce discours d'urgence dans la bouche du président de la République. Donc, on espère que demain, il ira s'excuser pour le retard pris par la France depuis 6 ans sur le sujet au sommet. Non, je taquine un petit peu, mais voilà, c'est très bien qu'il y ait ces lieux-là. Je pense notamment parce que les scientifiques se rencontrent, parce qu'il y a des échanges, des coopérations qui se crée. Maintenant, ce qu'il faut, c'est une vraie impulsion politique au niveau national et international. Et force est de constater que ça tarde vraiment à venir, quoi. Camille Etienne? Je crois qu'ils ont déjà tout dit. Mais pour me faire l'avocat du diable, c'est vrai que c'est fatigant de voir qu'on en est encore à se rassembler en fait, et à réaliser que pendant ce temps-là, il y a plein de projets en France, des glaces françaises dans les Alpes, moi je viens des Alpes, qui ne sont pas du tout protégées. Et en fait, on le sait, il n'y a pas besoin de réunir les meilleurs scientifiques mondiaux pour se dire comment est-ce qu'on peut protéger un glacier. Par exemple, en arrêtant d'aller mettre un bulldozer pour y faire une piste de ski pour faire une Coupe du Monde.
Par exemple, c'est quand même ce qui se fait en Suisse. Par exemple, il y a la Grave, où on est en train de faire un 3e tronçon, c'est-à-dire qu'on amène des gens voir un glacier qui disparaît parce que ces gens vont le voir. C'est quand même assez cocasse. Donc en fait, il y a quand même un niveau de, je pense, de CP, qui est de savoir si on te dit, là, cette table, plus tu la touches, plus elle disparaît. Peut-être tu vas pas aller marcher dessus les 2 pieds pour la faire disparaître. Donc c'est merveilleux que les scientifiques travaillent. En même temps, ils n'ont pas besoin du gouvernement pour le faire. Hein. Je pense que ils n'ont pas besoin d'avoir plein que le gouvernement les rassemble. Ça se fait déjà. Il y a plein de labos qui travaillent ensemble. Il y a plein de glaciologues, même de biologistes marins qui travaillent avec les liens, avec tout ça. Donc moi, ce que j'attends de l'État, en tant que citoyenne, c'est pas qu'ils fassent des réunions avec des petits fours pour que les gens puissent se voir et qu'ils puissent à la fin faire un discours sur c'est triste et que ça dure 2 jours, mais que concrètement, on se dise là, c'est quoi, immédiatement, une mesure. Pas 2060, concrètement, là, maintenant, quelle décision, quand on sort de cette salle, est prise pour limiter la pression qu'on met sur les glaciers. Et une chose importante, quand même oublier, on a l'impression qu'on est loin des glaciers, que donc on s'en fout un peu si on n'a pas vécu près d'un glacier. En fait, c'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est les principaux réservoirs d'eau douce aussi. C'est un rôle qui est immense. On en parlera peut-être tout à l'heure, donc je vais pas m'étendre, mais juste vous êtes concernés par ce qui se passe dans les glaciers. Donc ce qui est en train là de se passer dans 2 jours comme ça confisque aussi une partie de votre existence, quoi. Mais au contraire, on va peut-être en parler maintenant, comme ça pose un peu le truc. Il y a Mathéus qui dit question et qui la pose, je pense, vraiment, c'est à quoi ça sert un glacier? Peut-être une question pour toi, Lydie. Pour vous aussi, Lou et Camille, bien sûr, mais je m'adresse à la glaciologue. Non, mais c'est vrai qu'on a souvent l'impression que les glaciers, c'est vraiment des entités qui sont loin de nous, que c'est un peu les images d'Épinal de nos vacances au ski. Mais en fait, ils ont vraiment un lien très très fort avec nos sociétés. On dit souvent que les glaciers, c'est des châteaux d'eau. Donc en fait, ils vont accumuler de la neige qui va se transformer en glace pendant l'hiver. Et ensuite, ils vont la restituer, notamment pendant les périodes de forte chaleur. Donc il y a vraiment un intérêt hyper fort. Par exemple, l'année dernière, pendant la grande période de sécheresse qu'on a eue au cours de l'été, les glaciers ont apporté 40% du débit du Rhône, qui a du coup servi pour l'irrigation des terres agricoles qu'il y avait en dessous. Et c'est pareil, c'est aussi une source d'électricité qui est du coup renouvelable. Donc aujourd'hui, il y a vraiment, dans l'Himalaya, c'était un petit peu nos discours aussi de la journée, il y a 2 milliards de personnes qui dépendent en fait de ces ressources en eau. Aux États-Unis, 80% de l'agriculture dépend des chutes de neige. Donc il y a vraiment un lien très fort. On a besoin d'eux et c'est pas juste des choses un petit peu jolies. Des questions souvent, c'est le glacier ne peut pas se reconstituer. L'eau part quelque part, elle reviendrait par un autre. En fait, il y a un cycle de vie. Pour expliquer le mécanisme du cycle de l'eau. Donc les glaciers ils font partie du cycle de l'eau, donc ils accumulent de la masse pendant l'hiver quand il fait froid avec les précipitations de neige, et ensuite ils fondent pendant l'été. Et le problème aujourd'hui, c'est que donc il y a une ligne finalement qui marque un petit peu la zone d'accumulation de neige et puis la partie ablation, donc toute cette glace qui va partir. Et cette ligne-là, elle n'arrête pas de remonter en même temps en fait que le front de glace. Et aujourd'hui, malheureusement, à cause de l'augmentation de la température, nos glaciers sont vraiment en train de se réduire à peau de chagrin. Et dans les Pyrénées, on pense que dans une dizaine d'années, on n'aura plus de glaciers. Dans les Alpes, ça sera plutôt dans l'ordre de 40-50 ans. Donc c'est dramatique et surtout... C'est nous les premières impactées. Et c'est vraiment ça qui est important aujourd'hui de dire, c'est qu'il faut remettre un petit peu l'homme au milieu du débat. Et pas juste voir la biodiversité, c'est important, mais il faut aussi parler de nous. Chacun à votre manière, tous les trois, vous militez d'une certaine manière contre le réchauffement climatique, pour la planète, on va dire. Vous avez le sentiment d'être entendu ou pas? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Est-ce que vous avez encore... Où vous trouvez encore cette énergie? Non, mais à l'heure même où il y a, je ne sais plus... c'est un Français... Alors oui, c'est ça. En 2023, il y a une étude qui avait été faite. C'est un Français sur 4 qui serait, par exemple, climato-sceptique, ce qui est probablement un peu désespérant. Malgré les chiffres encore plus désespérants que ça, et assez récent d'ailleurs. Malgré tout, vous avez tout de même l'énergie pour vous lever le matin et pour continuer ça. Qu'est-ce qui vous motive? Et donc, est-ce que est-ce que ce n'est pas un peu désespérant que vous êtes là? Donc, a priori, non. Et qu'est-ce qu'on peut faire, donc? Une question, vas-y.
Disons que dire d'un journaliste qu'il est militant, généralement, c'est pas un compliment. Et moi, je me définis pas en fait comme un militant écologiste. Moi, je me bats en fait pour le droit de savoir de mes concitoyens sur le climat, la biodiversité et tous les sujets liés à l'écologie. Je suis pas engagé dans des associations. Ouais, je suis pas engagé dans des assos, je suis pas dans des partis, et je considère que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui le font. C'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est d'informer correctement, c'est d'outiller en fait les citoyens pour qu'à la fois ils comprennent tous les bouleversements qui arrivent et qu'ils sachent comment agir. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a une part très conséquente de la population française qui est plus ou moins climato-sceptique. Selon la dernière enquête Fracture française, il y a que 57% des Français qui sont au clair avec le consensus scientifique, c'est-à-dire deux choses. Un, le climat s'est déjà réchauffé, et deux, les humains en sont responsables. Donc on a 43% de la population française, soit qui pense qu'il n'y a pas de changement climatique, ou qu'on ne peut pas savoir, ou qu'il est dû à des phénomènes naturels. Et ça, c'est complètement sidérant. Si on a quasiment plus de 40% de la population qui n'a même pas compris la base du problème, comment est-ce qu'on peut essayer de trouver des solutions ? Et moi, c'est mon combat en tant que professionnel de l'information que d'amener les gens à comprendre en leur expliquant simplement des choses qui sont extrêmement compliquées et de manière pas désespérante, des choses qui sont un peu terrifiantes, quoi. Et oui, effectivement, on travaille sur ces sujets-là. Il y a des moments où c'est un peu plus dur que d'autres. Et voilà, moi, c'est ça mon combat. C'est pas pour l'écologie per se, c'est vraiment je suis militant des faits sur le climat, quoi. Camille ? Je sais pas par où commencer, il y a plein de questions trop bien. Mais quelle est celle qui vous... Qu'est-ce qui fait te lever le matin et pourquoi il ne faut pas désespérer ? Qu'est-ce qui me fait lever le matin ? Dans ce cadre-là. En plus, oui, j'allais dire, je gêne pas beaucoup, donc c'est même pas la fin. Dans ce strict cadre-là, Camille. J'ai vachement du mal à me lever le matin. Non, mais c'est... En fait, je suis désolée d'avoir toujours de défoncer les questions des journalistes, mais c'est parce qu'en fait, ça m'énerve un peu. C'est de ce besoin, en fait, on s'excuse de faire peur tout le temps. Donc là, on est encore en train de dire... C'est pas ma question. Non, mais pas vous, mais en dézoomant, en fait, il y a ça, c'est dire, on essaie de pas trop être désespérant, ou on essaie de... en fait... On dit ce qu'il y a à dire, point. C'est très étrange de vouloir infantiliser comme ça, à ce point-là, les gens. Et si on transmet ça à n'importe quel autre sujet, imaginez que on parle j'aime bien avec la métaphore du médecin. Si vous avez une maladie, vous n'avez pas envie qu'on vous dise, on essaie de vous le dire, mais avec un peu le sourire, quand même peut-être, ou pas tout vous dire. Non, dites-nous ce qu'on a concrètement là. Je veux savoir. Ok. Quelle est la maladie, ça vient d'où, quels sont en fonction de mes symptômes, et ensuite, qu'est-ce que je peux faire ? Ok, concrètement, là, il y a tel traitement qui a tel effet secondaire, et je suis libre de choisir lequel je vais faire. Donc, quand je me lève le matin, moi, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Je pourrais vous dire, et il y a plein de choses magnifiques dans l'activisme, il y a plein de moments, mais hyper beaux. Je suis quelqu'un de très joyeuse, les gens autour de moi qui sont activistes sont très joyeux, souvent. Il y a plein de moments difficiles, mais il y a aussi des grandes victoires, on a l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand que soi, et ça fait tellement du bien à l'ego. Déjà, c'est rare dans le monde individualiste de faire des choses pour plus grand que soi, pour ceux d'après, pour ceux qui sont loin, pour ceux qui n'ont pas le temps et le luxe de prendre du temps dans l'activisme. Quand on va arracher comme ça des petites victoires, des aéroports qui se font pas, des routes qui se construisent pas, des fonds marins qu'on sauve, mais ça c'est magnifique, c'est bouleversant, des lois qu'on arrache, on se dit waouh, on a créé un petit bout d'histoire, donc ça c'est sublime. Mais au-delà de ça, je veux pas laisser l'impression qu'il faudrait qu'on séduise en disant vous avez intérêt à venir, comme si on serait tous neutres. En fait, il faut quand même réaliser là que pour une immense majorité des Français et des Françaises, et peut-être certains et certaines qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est dur. Ce qu'on vend comme étant la norme, ce qu'on vend comme étant le niveau médian est terrifiant. Vraiment dans leur chair, c'est une violence totale, la violence sociale, la violence qu'on se prend. Même je lisais des chiffres sur le nombre de gens qui meurent du chômage. En fait, on ne se dit pas qu'on meurt du chômage, mais on meurt du chômage. On meurt de la précarité. Littéralement, il y a des gens en France qui meurent de froid, dans la rue, chez eux, dans leur passoire thermique. Il y a des gens qui meurent de pas assez manger, des étudiantes. Donc en fait, c'est rappeler ça. C'est juste se dire que quand on réalise que ce qu'on nous vend comme étant la normalité est extrêmement violent, eh bien, on peut se dire que tout ce qu'on va faire pour dévier un peu cette route-là, certes, on peut y trouver beaucoup de beau, et je vous assure qu'on y trouve, mais aussi, c'est un devoir pour moi. C'est un devoir que d'être militant, et je crois qu'on doit tous l'être, vraiment. Sincèrement, on n'a plus le temps de se poser des questions, d'avoir un peu peur du mot, d'avoir un peu peur d'étiquette, d'avoir un peu peur de je ne sais pas quoi. Il faut vraiment, vraiment que vous nous rejoigniez. Là, c'est pas que ça devient vital, c'est que c'est vital, littéralement. Lady ?
Alors, moi, c'est pareil. Comme Camille, j'aimerais bien dire 1000 choses. Après, je peux peut-être parler de mon exemple. C'est vrai que moi, je suis un petit peu plus âgée que vous. Donc, en fait, moi, j'ai fait mes études. On me parlait à peine du changement climatique. C'était un peu la rumeur. Ah, mais il y a peut-être ce défi. Et puis, moi, du coup, je me suis dit, ah, tiens, ça a l'air intéressant, ce truc-là. Et en fait, j'ai jamais imaginé qu'aujourd'hui, à 38 ans, j'en serais encore à ce stade-là. Moi, je pensais que ce serait un problème qui serait vraiment en train d'être résolu. Mais par contre, comme le dit Camille, je pense qu'il y a plein de choses. Déjà, moi, je vois des bonnes nouvelles. Je me rappelle que quand j'ai commencé ma thèse et que j'étais glaciologue, les gens me disaient ah bon, mais c'est vrai, ces glaces qui fondent, etc. Alors qu'aujourd'hui, les gens ont compris quand même ce qui se passait. Donc il y a quand même beaucoup moins, malgré les chiffres, il y a beaucoup moins de climato-sceptisme aujourd'hui parce que on s'empare du sujet. C'est maintenant, voilà, on est là pour en parler aujourd'hui. Les médias sont au courant et à peu près tout le monde aujourd'hui est au courant. On peut ne pas avoir envie, on peut mettre en place des biais cognitifs pour être sûr de ne pas voir le problème. Et je pense que c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec plein de gens. Mais par contre, on est au courant. L'information est accessible. Et comme disait Camille, je pense que ça marche en fait, et c'est ce que je dis souvent aux enfants notamment qui qui doivent lutter contre cette éco-anxiété. C'est le devoir de chacun, et en fait, même à notre petite échelle, à nous, on peut changer des choses. Et moi, je suis vraiment bluffée quand je vous vois agir, et je vois que derrière, c'est écouté, et que le monde change. Alors, il change pas assez vite, et il faut pas attendre que les autres le fassent non plus pour nous. C'est vraiment un peu notre devoir à tous. Mais il se passe des choses, et ça, c'est chouette. Est-ce qu'on a encore le temps pour changer ? Je t'ai coupé la chic Non, mais je peux répondre à ta question, et je voulais rebondir aussi sur ce que Non, mais disait vas-y, Camille. on prendra ma question après, vas-y. Non, mais à Vert, on a un slogan qu'on aime beaucoup, à tel point qu'on l'a mis sur un poster, c'est « Il est trop tard pour être pessimiste ». Bon, tu en fait, c'est déjà... Non, mais je veux dire, on est déjà dedans, et en fait, on n'a pas de raison de s'asseoir et de regarder le désastre se produire sous nos yeux. Donc, en fait, il n'est plus question de se demander si on y va ou on n'y va pas, c'est on y va, quoi. Et en fait, je trouve que tu as tout à fait raison. Les gens ne supportent pas qu'on édulcore, en fait, la gravité de la crise. Mais par contre, il faut être, en tant que professionnel de l'information, donc je m'adresse aussi à vous, ce qui est fondamental, c'est qu'on propose aux gens des solutions. Parce qu'en fait, s'ils voient juste la catastrophe et qu'ils ne savent pas comment agir, et en fait, ils se mangent de l'intérieur, ils restent prostrés. Et voilà. Et la dernière chose dont on a besoin, c'est une population qui est sidérée et qui se coupe de l'information parce qu'elle est trop violente pour elle. Et donc, c'est extrêmement important de proposer des solutions sans tomber dans le greenwashing, le technosolutionnisme, la recherche désespérée du petit truc sympa pour sucrer un peu l'information. Et donc, au contraire, il faut utiliser tous nos savoir-faire journalistiques pour aller sur le terrain, enquêter et voir ce qui est vraiment une solution et ce qui n'en est pas une. Et par exemple, il faut être capable de dire, est-ce que la voiture électrique c'est une solution ? Est-ce que trier ses déchets c'est une solution ? Est-ce que mener une action de grande ampleur dans son entreprise ou dans un collectif c'est une solution ? Et ça, c'est extrêmement important qu'on propose aujourd'hui à nos concitoyens des débouchés pour qu'ils aient plus envie de se couper de l'information et qu'ils comprennent qu'est-ce qui marche et comment ils peuvent se mettre en action, parce que en fait, il y a une grande partie de la population, ils ont envie de faire des choses, mais ils ne savent pas par où commencer. Il y a plein de gens qui pensent que trier ses déchets, c'est l'alpha et l'oméga. Il y en a qui pensent que faire pipi sous la douche, ça nous sauvera. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle, faire pipi sous la douche, c'est bien sympa, mais ça ne suffit pas du tout, quoi. Et donc, c'est à nous aussi d'expliquer ça à nos lectrices, nos lecteurs, nos spectatrices, spectateurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, donc à l'échelle du citoyen, et puis peut-être après, à l'échelle peut-être d'un État comme la France ? Je sais pas, mais après, on dévie pas trop des glaciers ? On va se faire gronder ? Non, on peut dévier un peu des glaciers. Bon, ça va alors. Non, mais c'est trop bien parce qu'on a un débat, on est relativement tous très d'accord, je pense ici, mais donc c'est intéressant de voir les angles différents. Moi, j'étais longtemps aussi dans ce discours-là et je crois que j'en reviens un peu parce que la solution, c'est faire croire qu'il va y avoir une fin au problème. Et c'est faire croire que ça peut être un tableau, c'est un problème de maths à résoudre. Et que donc, on va faire l'équation, puis on va trouver une solution et puis il suffit de l'appliquer. Et donc, il y a Edgar Morin, qui est un philosophe génial, qui a 102 ans, 103 ans même, je crois maintenant, qui a été dans la résistance, qui est incroyable. Et lui, il fait une différence entre ce qu'on appelle les problèmes complexes et les problèmes compliqués. Un moteur de voiture, et je vous jure que je vais réussir à faire rejoindre ça avec le glacier à un moment donné. Le moteur de voiture, on le défait et on peut avoir un ingénieur qui va dire ok, bon, ça c'est un problème compliqué. Donc il y a des ingénieurs, ils vont dire bon, qu'est-ce qui marche pas, telle pièce, je la remplace, machin. On va remonter le moteur et il va refonctionner.
Ça, c'est donc un problème compliqué. Un problème complexe, ça va être un corps humain. C'est-à-dire que si je défais ton corps humain, a priori, il n'y a personne qui va pouvoir juste le remettre et ça va fonctionner. C'est pas comme ça que ça marche. Je ne peux pas enlever un bras, le réparer puis le remettre. C'est la même chose pour les écosystèmes. C'est la même chose pour le climat. C'est la même chose pour la biodiversité. C'est la même chose pour les sociétés. En fait, on est dans un problème complexe et donc à chaque fois qu'on va toucher quelque chose, ça va créer d'autres problèmes ailleurs, où ça va changer un écosystème, où ça va avoir ce qu'on appelle d'un point de vue un peu chiant, mais c'est juste des propriétés adaptatives et imprévisibles. Et c'est ça qui est fascinant, d'un côté comme de l'autre. Vous voyez, c'est ce qu'on dit des fois, des cercles positifs ou des cercles de rétroaction négatifs. Soit on a un mauvais karma et on se lève et tout devient de plus en plus merdique, soit waouh, qu'est-ce qui se passe, tout va bien en ce moment. Et donc ce qui est assez génial, c'est que ça veut dire qu'on va pouvoir faire face, vraiment avoir beaucoup de créativité dans ce qu'on va utiliser, mais quelque part la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de solution clé en main. En fait, il ne faut pas attendre. Moi, je crois que c'est pas vrai. Je ne crois pas que les gens attendent qu'on leur donne un mode d'emploi de comment faire. Je pense qu'on a besoin de plus de démocratie. On a besoin d'être capable de se dire, il se passe ça. Voilà, vous avez ça. Maintenant, comment est-ce qu'on invente une solution? Comment est-ce qu'on va chercher ailleurs, comment est-ce qu'on va chercher à s'adapter à ce qui se passe là et à éviter que cela empire. Et il y a plein de gens qui ont des idées merveilleuses, nouvelles partout. Simplement, cette idée de juste donner à manger comme ça, nous, on l'a changé dans mon activisme. En tout cas, moi, avant, je disais, OK, il y a ça qui va pas, tel pipeline ou tel glacier qui est en train de fondre. Eh bien, la solution, ça va être là, concrètement, il faut que vous nous signiez telle pétition, tel appel, tel manif. En fait, je crois que ce qui est beaucoup plus intéressant, et là, on a eu les vraies victoires, des victoires très grandes. On a gagné des négociations internationales sur des fonds marins, des trucs où je me disais, mais jamais ça va marcher. C'est parce qu'on est arrivé, on a dit, voilà le problème. On ne sait pas quoi faire. La réalité, c'est que il se passe ça, c'est terrifiant, là, ce glacier fond, qu'est-ce que vous imaginez? Et que là, si on reprend l'exemple d'un glacier comme là, la Grave, où ils veulent construire encore un télécabine, il va y avoir quelqu'un qui dit, mais attendez, moi, je connais un type qui habite à un endroit ici. Et en fait, lui, il construit le truc, donc peut-être qu'on peut le convaincre, lui. Et puis lui, en fait, ici, à la place, on a peur pour nos emplois, donc on pourrait développer une autre forme de tourisme. Et c'est là où c'est beaucoup plus intéressant, c'est quand les solutions, elles viennent des gens qui habitent le territoire. Il n'y a pas de solution miracle. L'électrique, ça peut être bien pour des petites voitures, pour tant d'autres choses, mais en même temps, on ne peut pas juste remplacer tout le parc automobile par de l'électrique. C'est comme ça partout. En fait, il n'y a pas de solution clé en main. Ça s'adapte à chaque fois à un endroit, à un territoire. Il y a des gens qui décident de s'emparer ou pas de ce qui se passe. Donc, voilà, je pense qu'il ne faut pas attendre de se dire c'est un problème qu'on va pouvoir résoudre avec un tableau Excel. Et c'est la même chose sur les glaciers. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais c'est surtout à nous de s'emparer du problème et de retrouver un peu de démocratie en n'entendant pas tout des États et pas tout des scientifiques aussi. Lou? Oui, en fait, je suis parfaitement d'accord avec toi. Je me suis peut-être mal exprimé. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut éviter l'approche extrêmement simpliste d'ingénieur. C'est très à la mode. C'est aussi Jean-Marc Jancovici. Voilà, c'est simple. Vous avez un système, il y a des entrées, des sorties. On change cette variable et on va s'en sortir. Non, quand je parle de solutions, c'est pas justement une to-do list de trucs à faire. Ça peut être des solutions qui sont extrêmement complexes. Et en fait, quand on lit le rapport du GIEC, donc GIEC en 2 mots peut-être pour nos spectateurs et spectatrices, c'est plusieurs centaines de scientifiques qui, tous les 7 à 8 ans, épluchent tous les articles sérieux qui ont été écrits sur le climat et tous les sujets liés au climat et qui font des rapports qui font en gros l'état de l'art des connaissances scientifiques sur le sujet à un instant T. Donc là, on vient de finir un cycle de rapports du GIEC. Donc on a en gros une synthèse de tout ce qu'on sait. Alors, on n'est pas toujours à jour, on en discutait un petit peu tout à l'heure. Mais en gros, c'est un état des lieux. Voilà, qu'est-ce qu'on sait ou pas. Et en fait, le GIEC, parmi ses recommandations, il y a le fait de faire la justice sociale, la biodiversité, en fait, de mettre en place des choses qui règlent tous les problèmes à la fois, et donc qui sont des solutions extrêmement complexes, et je tomberai justement pas du tout dans le piège de la solution simple. Et sur la voiture électrique, c'est extrêmement complexe en fait, parce que c'est une petite solution à des endroits, mais c'est des problèmes à d'autres, et justement il s'agirait certainement pas de simplifier des choses qui sont complexes comme ça. Lydie? Moi je pense qu'en fait, juste pour utiliser une image, aujourd'hui c'est comme quelqu'un qui voudrait perdre du poids et qui se dit ah bah attends, je vais changer de régime, je vais me mettre à manger tel truc et puis on m'a dit ah bah c'est un régime protéiné, donc je vais faire ça et puis je vais acheter tel truc pour remplacer, etc. Non, en fait il faut juste manger moins et manger mieux, et je pense que c'est là en fait la solution à tout ce qu'on vit aujourd'hui. En fait les solutions on les connaît tous, si on vient, si on
part camper, si on part en voilier, si on se reconnecte un petit peu avec la nature, on comprend en fait tout de suite ce qu'on lui impose. Donc je pense que l'éducation, être conscient de nos gestes, ça veut dire passer du temps à faire ses courses, réfléchir à ce qu'on fait avant de le faire, ne pas vivre à 100 à l'heure, ralentir en fait sur le rythme qu'on a. C'est vraiment pour nous, alors là on regarde à l'échelle individuelle, hein, attention, parce que je pense que la solution elle vient aussi et surtout des politiques et de nos énergies, mais je pense que voilà, on le sait au fond de nous ce qu'il faut faire, mais c'est pas remplacer un truc par un autre, c'est repenser notre connexion au monde. Ouais. C'est juste en un mot, c'est pas vrai, je vais pas faire ça en un mot, je vais essayer de plus court. T'as le droit à tous les mots que tu veux jusqu'à 19h. Non, je me dépêche. C'est juste quand même de rappeler, au cas où il y a une personne qui nous a écouté, qui a oublié, qu'en fait ce qui nous arrive n'est pas un truc qui plane au-dessus de nous, c'est-à-dire que c'est pas une maladie, c'est pas un truc qui nous est tombé dessus, c'est le résultat de choix. C'est le résultat de choix. Donc il peut en être totalement autrement. Mais là, ce qui se passe, c'est le résultat de choix. Depuis des décennies, par des gens qui gagnent de l'urgence climatique. Donc il faut réaliser qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce qui se passe. Et ce que je dis n'est pas un grand complot, c'est juste factuellement, l'industrie fossile, pour prendre mes chouchous, n'ont jamais été aussi riches de l'histoire de l'économie mondiale que tout le temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils sont un peu plus riches. Là, ils sont de plus en plus riches. Et leurs actionnaires n'ont jamais eu autant de dividendes. Enfin, c'est quand même... Et donc, se dire qu'ils ont trouvé une poule aux œufs d'or, c'est incroyable. Le pétrole, les industries fossiles, qui sont le principal responsable du dérèglement climatique et donc de la perte de nos glaciers, dont on parle, eh bien, il faut se rappeler qu'eux n'ont pas intérêt à changer. Pas du tout. Enfin, c'est génial. Ils ont trouvé une poule aux œufs d'or, c'est magnifique, ils gagnent plein d'argent. Donc on va pas attendre d'eux de se séparer de ça. C'est pas vrai, on peut pas demander, on dit des fois on peut pas demander à des moustiques de régler un congrès sur la malaria. Donc c'est un peu la même chose. Donc c'est important déjà de nommer qui sont responsables. On n'est pas tous responsables de la même manière. C'est pas juste à nous de faire plus attention uniquement à comment est-ce qu'on mange, à mieux consommer. C'est aussi se rappeler que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça coûte plus cher de manger des petits producteurs locaux, bio, tout ça? C'est un choix. En fait, on a décidé de donner 70% de l'argent européen à une agriculture intensive qui détruit les sols, les agriculteurs et nos corps. C'est un choix. On aurait pu en faire un autre. Donc en fait, tout ce qui nous paraît difficile, c'est pas évident d'être écolo dans un monde qui ne l'est pas, mais parce qu'on l'empêche, parce qu'on décide, les personnes qui sont en position de pouvoir décident de faire autrement. Donc il faut nommer ses responsables, il faut politiser le sujet. Vraiment. Donc la question des glaciers, c'est pas juste protéger les beaux glaciers, c'est arrêter ceux qui sont sciemment en train de planifier leur destruction. Vraiment, c'est de ça qu'il s'agit, c'est de faire payer les responsables. On est tous responsables, mais pas du tout responsables de la même manière, avec la même ampleur, et donc on doit tous participer à la hauteur de notre responsabilité en fait. Il y a Stéphane, il y a Sergio, il y a Jojo, il y a qui? Il y a Nos Pressions, il y a Zara qui nous ont rejoints. Salut à tous les 4-5. J'ai oublié ce que je voulais. Oui, Camille, tu disais tout à l'heure, il y a une des solutions, ça serait d'aller voir les gens qui habitent là où il y a le problème. Au pôle Nord, au pôle Sud, il n'y a personne. C'est pas vrai. Il n'y a pas grand Au monde. Svalbard, nous on travaille par exemple là en Arctique en ce moment contre l'exploitation minière des fonds marins. N'hésitez pas à nous rejoindre. J'ai fait un petit promo. Ça s'appelle Look Down Action au Svalbard et on travaille avec des gens qui habitent là-bas. C'est principalement des glaciologues, il est vrai, mais il y a vraiment des populations. Et d'ailleurs, il y a plein de populations, même autochtones, qui se sont fait décimer parfois par de l'industrie. C'est ce qu'on voit un peu moins que le peuple sami. Ils ne sont pas directement au pôle, mais ils sont en Laponie. Donc si, il a existé des populations dans ces endroits qu'on dit inhabités. Mais ça s'appelle l'histoire coloniale. Ce sont des endroits que tu connais bien, Lydie, je crois. Oui, et puis juste pour finir là-dessus, effectivement, il y a plein de populations inuites, notamment, qui vivent partout en Arctique et qui d'ailleurs étaient invitées au sommet à témoigner en fait de ce qui se passe. Mais eux, c'est vraiment leur territoire qui est métamorphosé. Déjà dans une société en fait où la capitalisation, ils se sont vraiment pris ça, la mondialisation, ils sont pris ça en pleine vitesse, qui se heurtent déjà à leur tradition, mais en plus ils ont leur envie
environnement qui change complètement. Alors que c'est des gens aujourd'hui qu'il faut vraiment écouter parce que cette connexion à la nature, elle est extrêmement précieuse. Elle nous apprend plein de choses en fait sur leur environnement et puis c'est eux en fait qui ont les clés. Aujourd'hui, il faut vraiment regarder un petit peu dans le passé comment eux ont vécu avec cette nature-là pour utiliser ça pour le futur et puis pour améliorer un peu l'impact qu'on a partout. Et encore une fois, c'est ce qu'on disait au départ, ce qui se passe dans les régions polaires, ça impacte absolument tout le monde. Et nous, on travaille avec le Liberia, par exemple. Donc là, c'est quand on leur fait des projections de hausse du niveau marin et qu'on leur explique qu'en fait, la moitié de leur pays va être sous l'eau à la fin du siècle. Ça, c'est des choses extrêmement concrètes. Et voilà, eux alors que leur connexion quand même avec les pôles semble être hyper lointaine, finalement, elle est très concrète. Lou ? Oui, alors je voudrais revenir sur les énergies fossiles. En fait, je ne sais pas pour combien des gens qui nous écoutent, c'est clair que les énergies fossiles, aujourd'hui, c'est 80% du changement climatique. Le reste, c'est l'agriculture, la déforestation, autre énorme problème. C'est le gaz, le pétrole. Le gaz, le pétrole, le charbon qu'on utilise de plus en plus, parce que là aussi, je ne sais pas pour combien de gens c'est clair, qu'on est sur la pente ascendante au niveau mondial. Donc à chaque année, on ne consomme pas moins qu'avant. On en consomme de plus en plus. Et à chaque fois qu'on voit des énergies renouvelables, des fermes éoliennes, des choses comme ça, en fait, ça se surajoute à ce qu'on consomme déjà. Donc en fait, à l'échelle mondiale, la transition énergétique n'a même pas commencé. Donc on n'est pas dans un moment où il faut faire des petits ajustements, et justement, on parlait de la voiture électrique, et remplacer toutes les voitures électriques par autant de voitures thermiques. On est dans un moment où il faut changer complètement le système, voilà, tu l'as très bien dit, je ne vais pas faire paraphraser ce qui a déjà été bien dit, mais en fait, il faut changer radicalement de logiciel, et tous les ajustements marginaux et tous les discours qui visent à faire croire qu'on va s'en sortir avec quelques rustines et quelques pansements sur des jambes de bois sont des discours d'inaction ou d'action dans le sens inverse, et sont des discours dangereux en fait. Et ça, on n'entend pas la France porter ce genre de discours, à la fois en politique intérieure et dans les conférences internationales. Et non, mais en fait, d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est d'entendre qu'Emmanuel Macron est beaucoup plus ambitieux quand il s'adresse au monde que quand il le fait en politique intérieure. Et donc, les compagnies fossiles sont encore aujourd'hui massivement subventionnées, que ce soit à l'échelle mondiale et en France. Et on a tous vu le coup de pouce pour le carburant. C'est très important que les gens puissent continuer à se déplacer. Il y a des gens qui sont contraints, qui sont obligés de prendre la voiture pour aller travailler. Mais en fait, ce qu'on a fait là, en plafonnant les prix de l'énergie, c'est qu'on a donné des subventions en plus à Total Energy et à des acteurs qui sont déjà les acteurs principaux de la crise climatique. Et juste pour rappeler quand même qu'en faisant ça, en fait, quand je parlais de tous les cercles de rétroaction et les trucs un peu galères dont on appuie sur un bouton et là, tout part un peu en vrille, c'est ce qui se passe là sur les glaciers. Pour revenir au thème, c'est que on perd des alliés. Sur l'océan, c'est pareil. On perd des alliés immenses. C'est-à-dire qu'ils ont un rôle de régulateur sur le climat. Quand on est l'été et qu'on va dans des voitures, quand on laisse sa voiture... Alors, les voitures genre noires, il fait beaucoup plus chaud que dans une voiture blanche. Où on dit... je sais pas si vous vous rappelez, moi je me rappelle ma mère, elle me disait « Mets pas un truc noir, là, tu vas mourir de chaud avec une t-shirt noire. » Parce que ça absorbe la chaleur. Là où le blanc la rejette, quoi, on va dire. Et donc en fait, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on est... Ça s'appelle l'effet d'albédo. Et ce qui est assez incroyable, c'est que c'est un des régulateurs hyper puissants aussi pour le climat. C'est-à-dire que parce qu'il y a une grande surface blanche, il y a une partie du rayonnement qui est renvoyée. Et là, quand on est en train de les perdre et que c'est remplacé par quelque chose de sombre, des roches, de l'eau, en fait, ça va absorber encore plus de chaleur. Donc il va faire de plus en plus chaud. Donc c'est vraiment une boucle comme ça où ça s'emballe, ça s'emballe, ça s'emballe. Et c'est ça qui est assez fascinant, c'est de se dire que on est en train, on a des alliés immenses dans la lutte contre le dérèglement climatique. Mon préféré, c'est l'océan. C'est parce que c'est aussi un des plus grands, mais c'est très connecté par ailleurs aux glaciers. Et les glaciers aussi. Et en fait, si on les perd, c'est pas juste un peu dommage parce que c'est dommage pour le territoire, c'est pas juste un peu dommage parce que les glaces terrestres vont faire monter le niveau des mers, c'est pas juste un peu dommage pour les liens culturels aussi. On parle beaucoup de sciences dures, mais en fait, il y a aussi des gens pour qui ils ont des croyances très fortes liées à ces glaciers. J'ai étudié les glaciers, le plus grand glacier d'Islande. Il y a vraiment un apport culturel à ça. Même juste en Savoie, pour y avoir grandi pas très très loin d'un glacier, nous, le glacier du Mont Pourri, le pauvre, il a un nom un peu merdique, mais moi, c'était mon rite de passage quelque part à 18 ans. J'ai monté, c'était mon premier 3000 et tout ça. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui fait partie de mon histoire, de mon identité, de celle de ma famille, des générations qui habitent ici. Donc quand on est en train de perdre ça, on perd aussi un allié très 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 puissant, qui sont pas justement une petite solution un peu à la va-vite, mais
mais qui peuvent être des potentielles bombes climatiques. C'est-à-dire que si on perd ça, si on les perd, ça va être très, très, très difficile de limiter l'emballement climatique et donc de protéger les conditions de vie sur Terre. Donc si vous pensez être loin des glaciers, venez quand même nous aider sur toutes les luttes qui touchent aux glaciers, aux glaces, parce qu'en fait elles sont très très connectées à la possibilité de vie tout simplement. Lydie, tu voulais ajouter un truc, je crois ? Oui, juste pour continuer un petit peu sur ta lancée, en termes d'emballement, c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément beaucoup, mais il y a le pergélisol aussi, qui aujourd'hui, à cause de la fonte du sol qui à la base est gelé, émet des gaz à effet de serre, et notamment du méthane. Le méthane, il a un pouvoir effet de serre qui, comparé au CO2, est 25 fois plus important. Et en fait, ce sol, aujourd'hui, il émet l'équivalent d'un pays comme le Japon en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et si on arrive aujourd'hui à l'accord de Paris, qui est quand même quelque chose d'hyper ambitieux, parce qu'on va plutôt vers une trajectoire à 2,7-3 degrés aujourd'hui, si les pays tiennent leurs ambitions climatiques. Mais si on dépasse ces 2 degrés, le sol va émettre l'équivalent d'un pays comme l'Inde. Ça veut dire que c'est comme si on rajoutait en fait un pays et ses émissions dans un contexte où ce sera déjà très très difficile. Et c'est tous ces emballements, toutes ces boucles de rétroaction qui font que en fait la courbe elle va pas être comme ça, la température elle va être comme ça. Et pour parler aussi des alliés sur ce que tu disais, je pense qu'aussi on réalise pas à quel point la Terre en fait nous a déjà protégés pendant des dizaines d'années de ce changement climatique. L'océan et notamment les océans polaires ont absorbé une grande partie en fait de la chaleur, mais aussi du CO2. Au prix du coup de l'acidification de ces eaux-là, ce qui a aussi un impact sur nous, sur nos pêcheries, etc. Donc il faut savoir qu'on a déjà eu ce sursis. Et c'est pour rejoindre un peu ce que tu disais, effectivement cette courbe, elle devrait être descendante depuis très longtemps parce que du temps pour réagir, on en a eu. Et malheureusement, c'est pas du tout le cas. Donc c'est vraiment un changement drastique de société. Moi, je le compare un petit peu à cette crise Covid. Il faudrait vivre quelque chose qui est lié au climat et qui soit à la hauteur des chamboulements qu'on a eus pendant le Covid pour pouvoir réagir, quoi. En fait, là, je pense qu'on est dans un moment où les infos scientifiques sur la gravité de la crise, on les a. On sait comment c'est la merde. Maintenant, la grosse question, c'est vers quoi on peut se projeter en fait en tant que société, en tant qu'humain en fait. Et en fait, ce changement radical, il n'a pas encore de scénario, il n'a pas encore de narratif clair pour beaucoup de gens. Il y a plein de gens qui, par la fiction, s'attachent aujourd'hui à essayer d'inventer un futur qui serait, alors on peut l'appeler désirable, même si le but c'est pas non plus comme le disait Camille, on n'est pas là pour essayer de vendre des trucs, mais en gros, se projeter dans une société où on arrêterait d'appuyer sur l'accélérateur du changement climatique, où on réglerait tant qu'à faire les autres problèmes, la justice sociale, l'effondrement de la biodiversité. Et ça, en fait, là, il y a un champ immense et on a vraiment besoin des auteurs de fiction, des pros de la création pour nous projeter dans un monde où, en fait, on comprend. Là, on voit très bien ce qu'on perd, on voit pas très bien ce qu'on a à gagner. Maintenant, on a besoin de voir ce qu'on a à gagner et en fait, on a plein de choses à gagner, à changer, quoi. Il y a tellement de gens qui sont perdants dans le système actuel. Et en même temps, on a aussi, au-delà même des artistes et des fictions et tout ça, en fait, ça existe déjà. Venez sur nos luttes et vous allez voir à quoi ça ressemble. Et c'est sacrément cool. Quand on vient dans les actions qu'on peut faire, c'est assez fascinant de voir, là juste un exemple concret, parce que c'est la dernière auquel j'étais, mais à la 69 contre une autoroute, et concrètement, on a tous mangé vegan, local sur le camp, mais personne ne le savait. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit, ah là là, c'est vegan, juste on a trop bien mangé. À la fin, on dit, ah waouh, ok, trop cool. On avait organisé des endroits pour qu'il y ait tous les enfants, où on s'occupait un peu des enfants de tout le monde, et comme ça les parents pouvaient aussi souffler et aller eux en manif ou aller construire des barricades. On avait des personnes responsables des violences sexuelles qu'on avait rendu un peu drôle avec ils avaient mis des guirlandes, parce que comme ça avant qu'il y ait un problème on pouvait aller en parler si on se sentait pas à l'aise. Enfin là je donne des exemples très concrets qu'on a l'air hyper naïfs, mais en fait ça montre aussi comment est-ce que cette idée de s'organiser différemment, de prendre des décisions différemment, d'habiter à quand même plusieurs milliers de personnes ensemble pendant plusieurs jours, c'est possible sans détruire la terre. Même des trucs très concrets. L'équipe de cuisine, elle me racontait comment
ils ont réussi à chauffer, mais il y a vraiment des milliers de personnes, il fallait faire des pâtes pour je sais pas combien de milliers de personnes, et ben ils ont réussi à faire avec très très peu d'électricité, avec un système de four qui récupère sa chaleur, qu'ils avaient construit, enfin tout ça, ça existe déjà. On parle des ZAD, des zones à défendre, qui sont aussi des endroits où on expérimente ces autres modes de vie. Mais même dans les luttes, même si vous venez de temps en temps à des week-ends sous la terre ou à plein d'autres, vous allez voir à quoi ça peut ressembler, ce fameux monde de demain, toutes ces grandes choses. On n'a pas tant besoin de les inventer, mais aussi plutôt de mettre les projecteurs sur eux. Et c'est là où c'est sûr que l'art, les artistes et je dirais la culture dominante, c'est pas mal qu'elle s'en empare. Mais ça existe déjà. Et il existe des mondes dans lesquels on peut ne pas détruire un glacier. Il existe des mondes dans lesquels on peut habiter différemment la montagne. Dans d'autres cultures, c'est le cas. Quand on regarde un peu d'anthropologie, dans l'histoire aussi, comment faisaient nos grands-parents, quand il n'y avait pas forcément que des stations de ski. Alors, certes, il y avait aussi un plus haut niveau de pauvreté. Donc, comment est-ce qu'on fait pour compenser tout ça et juste trouver un moyen qui est viable d'habiter un endroit sans le détruire? Quelqu'un veut ajouter quelque chose là-dessus? Oui, s'il reste 2 minutes, je suis insupportable. Non, mais juste un truc très très concret pour le coup. Vas-y, Camille. Pour un truc très très concret, non, c'est que... on prend le temps qu'on ça veut, va. hein. Je me suis dit merde, super, on a parlé peu des glaciers alors que on a Camille pour ça. Non, c'est qu'on a lancé un appel avec plein d'associations. Un appel pour le glacier. Je crois que le nom est extrêmement simple. Il y en a même qui ont ramené un petit bout de glacier devant le sommet. Et en fait, c'est de 4 mesures très concrètes. Voilà, si on voulait des concrets, des solutions, allez, je vous l'accorde. On a quatre directions très concrètes pour protéger les glaciers, leur donner un cadre juridique, faire en sorte qu'ils puissent rentrer dans le droit. Pour l'instant, on n'en parle pas, c'est un non-sujet, le glacier. Aussi, arrêter leur artificialisation. Donc, c'est plus une industrie. On va plus mettre des télésièges dans un truc qui s'effondre. Enfin, les glaciers, on les protège, on les touche plus. Protéger aussi les endroits, parce qu'une fois que les glaciers fondent, il y a tout un nouveau écosystème qu'en fait, on connaît pas du tout, qui est hyper fragile, nouveau. Donc, créer des sortes de zones protégées autour de ces glaciers qui fondent, et puis arrêter aussi les énergies fossiles parce que c'est à cause d'eux qui fondent. Vous pouvez nous rejoindre sur appel, je crois que ça s'appelle Appel pour les glaciers. Vous pouvez signer, il y a plein d'assos qui travaillent précisément sur ça, que vous pouvez rejoindre d'une manière ou d'une autre pour continuer. Micro pose au chat, il y a Sergio qui nous dit je suis pas sûr que nous savons tous vraiment ce qu'il faut faire. Il y a Jono qui dit bonsoir, qui sont les intervenants? Je pense que les modérateurs t'ont répondu. Il y a Flouki qui dit l'accord de Paris c'est limiter le réchauffement à 1,5 degré à la fin du siècle. On y sera en 2030, on est large. Vous vous êtes tous auto-répondus, donc tu n'avais pas tout à fait raison. Namars qui nous dit les véganes des eaux, mais c'est non, tu t'es pris une volée de bois vert après et tout le monde t'encourage au moins à essayer, donc, mais tu fais ce que tu veux évidemment. Et t'es le bienvenu sur France Info quand tu veux. Kael qui nous dit le problème c'est surtout qu'on fait croire aux gens qu'un monde écolo sera moins confortable. Lydie, pardon. Oui, je suis assez d'accord. Ouais. Ah pardon, il y a l'homme soja qui dit Hugo Clément doit-il reboucher sa piscine? C'est pas sympa ça. Pardon Lydie. Oui, effectivement. Mais moi, c'est vrai que j'ai envie de rester optimiste. Déjà parce que si on perd l'optimisme, en fait, on laisse tomber, quoi. On n'a plus envie de se battre. Et puis surtout, je pense que c'est un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure et qui vraiment transparaît dans les rapports GIEC, c'est que le climat, c'est aussi une opportunité. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où on doit se mettre d'accord sur un futur de façon complètement consciente. Aujourd'hui, on a eu... Si ça n'avait pas été le climat, ça aurait été autre chose, en fait. C'est qu'on a développé cette croissance sans fin, alors qu'on est sur un monde qui est totalement fini. Et ça, on peut pas... ça fonctionne plus, c'est pas possible. Mais ce que montrent les rapports, c'est qu'en réglant le climat, on règle plein d'autres problèmes avec ça. Donc, on parlait de la justice sociale, on parlait de l'accès à l'eau, de la faim dans le monde, etc. Il faut tout repenser. Donc, c'est un chantier qui est monstrueux. Mais en le réglant, on règle aussi plein de problèmes pour plein de gens partout dans le monde. Et je pense qu'il faut vraiment se concentrer là-dessus. Et moi, c'est ça qui me motive aussi et qui m'anime. Et je me dis, ouais, le monde d'après on peut pas laisser les choses en plan. On est obligé et c'est... Voilà. Le mot de la fin, Lou? Alors dans 2 semaines, il y a la 28e conférence de l'ONU sur les changements climatiques, la COP28. C'est des moments qui paraissent un peu désespérants parce qu'on a l'impression que COP après COP, finalement, rien ne change. Alors j'aimerais dire une chose, c'est que ça aurait probablement été pire s'il n'y avait pas eu les COP. Bon voilà, on peut voir ça en clair-obscur un peu. Mais surtout, c'est un moment en fait, et le problème c'est que les médias montrent peut-être pas ça assez, un grand moment de discussion entre les pays du Nord et les pays du Sud, entre les Occidentaux et les peuples autochtones. Et en fait, c'est un grand moment où
la solidarité internationale. Il y a Flouki qui demande où ça se passe. Ça se passe où? Eh bien, ça va se passer à Dubaï, et le président de la COP28 et aussi le président de la compagnie pétrolière nationale à Emirati, mais aussi de la compagnie d'énergie renouvelable. Donc voilà, c'est bon. La semaine prochaine, littéralement, dans Vert, il y aura un article sur pourquoi est-ce qu'on a un pétrolier à la tête de la COP28. Donc je vous invite à lire si vous voulez tout savoir de pourquoi cette bizarrerie. Mais ce que je voulais dire, c'est que en fait, c'est quelque chose qui nous dépasse largement en tant qu'individu, en tant que Parisien, en tant que Français, en tant que société. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui doit nous permettre de retisser des liens avec absolument tout le monde sur Terre. Et en fait, c'est un moment qui travaille notre humanité. Et moi, je suis absolument sidéré de voir à quel point dans ces moments, dans ces conférences internationales, j'ai découvert que, bah ouais, en fait, le climat, c'est pas du tout. Nous, on a un point de vue très occidental, mais en fait, aujourd'hui, l'avant-garde du combat pour le climat, il est dans les pays du Sud plutôt. Les femmes sont les premières défenseurs du climat partout à travers le monde. Les peuples autochtones, tous les endroits du monde qui sont gérés par des peuples autochtones sont les endroits où la biodiversité est la mieux préservée et donc où les forêts sont les plus vivantes et on stocke le plus de CO2. Donc là, on voit bien que climat, justice sociale et biodiversité sont absolument interconnectés. Et c'est important de le rappeler. Et voilà, c'est important que les journalistes racontent ça aussi dans ces grands moments-là. Et on verra sur quoi accouche cette COP28. Mais en tout cas, moi, je sors mon popcorn et je serai à Dubaï pour raconter tout ça. À suivre avec Vert, mais aussi avec France Info. Il est 19h, passé de 2 minutes, 22 secondes. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, l'une ou l'autre, mesdames? Sinon, c'est la fin du stream. Mais si vous voulez dire quelque chose, c'est maintenant. Ok. Moi, je pense que le grand message qu'on veut vraiment porter pendant le sommet polaire, pour revenir au glacier, c'est qu'un monde à 2 degrés de réchauffement, il n'y aura quasiment plus de glaciers. Il en restera que quelques-uns dans les régions polaires. Donc, ce qu'on veut absolument, c'est que la France revoie ses ambitions climatiques, parce qu'aujourd'hui, si les scientifiques devaient re-signer l'accord de Paris, en fait, les 2 degrés seraient complètement oubliés. Donc, repensons à un monde à 1,5 degré maximum de réchauffement. Camille, l'extrême mot de la fin. Waouh. Si ça vous a donné envie, je sais pas, en tout cas si vous avez envie de continuer à vous battre pour les glaciers, il y a plein de choses très concrètes que vous pouvez faire aux gens, des luttes très concrètes. Donc je vous ai dit appel pour le glacier, nous ça s'appelle aussi Lookdown, où on se bat contre l'exploitation minière des fonds marins au Svalbard, dans un endroit justement en Arctique où il y a plein de glace. C'est une nouvelle manière de détruire l'Arctique. Ça se décide en ce moment en Norvège. Demain, il y a le Premier ministre norvégien qui sera là, donc on va d'une manière ou d'une autre lui rendre une petite visite, donc n'hésitez pas aussi à suivre ça, on fera des appels pour que vous nous rejoigniez, mais plus vous faites de bruit autour de ces sujets, plus ça nous aide. 19h, passé de 4 minutes, merci à tous les trois, merci de vous être transportés au 3e étage de la Maison de la Radio alors qu'il pleuvait à Paris aujourd'hui. Merci à vous dans le chat, merci pour toutes vos questions, j'ai pas pu les passer toutes comme j'avais promis, je suis désolé, ça a duré un peu moins longtemps que prévu, on a eu des petits problèmes de son au début, mais merci pour votre bonne humeur, votre bienveillance, ça n'a pas trop ronchonné dans le chat et c'est très bien. Merci aussi évidemment à Stéphanie au graphisme qui est au 4e étage, qui nous aide pour les visuels, merci à Cyril à la réal que vous ne voyez pas mais qui est à ma droite, merci à Mathis qui ne viendra pas vous présenter comme chaque stream le programme de demain puisqu'il file sous la pluie rejoindre quelques jours de congé dans une capitale européenne où on parle allemand. On se retrouve lundi pour parler Call of Duty, jeux vidéo, gaming, gamers, ce sera de 18h à 19h, même endroit, même heure. Pour ceux qui veulent revoir le stream, il est dispo dans 1 minute sur Twitch et sur la page replay de l'émission sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr. Pour ceux qui veulent réécouter le stream, ça existe encore avec les oreilles. Vous le retrouvez dans un instant en podcast sur la plateforme de Radio France. Je vous souhaite un excellent week-end pour ceux qui ne travaillent pas ce week-end. Bon courage à ceux qui seront en turbin. Et à lundi, donc pas vraiment de bonheur, mais bien sûr de bonne humeur. Salut!